Bonjour, bienvenue dans mon ordinateur. Nous allons explorer un nouveau sujet en lien avec le jeu vidéo. En 2002, au CNAM, s'est tenue une conférence animée par Alain Le Diberdère. Il a présenté le concept de cycle lié au jeu vidéo. Mais de quoi s'agit-il ? Alain Le Diberdère avance l'idée selon laquelle l'histoire du jeu vidéo serait depuis 1972 ponctuée par des cycles de 6 ans en moyenne. Ces cycles présenteraient un schéma récurrent qui serait le suivant. Premièrement, un début de cycle démarrant de façon balbutiante avant de monter en puissance. Deuxièmement, une crise marquant le déclin du cycle. Troisièmement, un phénomène annonçant l'avènement du cycle suivant. Pour vérifier la théorie, nous allons explorer les différentes générations de consoles de jeux vidéo. Machine, prépare les archives. De 1972 à 1977, nous recensons le premier cycle. Il débute avec la mise sur le marché de la Magnavox d'Odyssey. Il s'agit d'une console de toute première génération. La crise commerciale arrive à Noël 1977. Cette année-là, d'après l'ouvrage de William Oduro, Pong et la mondialisation, nous recensons environ 1000 consoles différentes sur le marché qui proposent toutes des jeux assez similaires. Le marché est donc saturé, c'est la première crise liée au marché des consoles de jeux vidéo. Cela annonce donc le déclin de ce premier cycle. Oui, machine, j'en viens au phénomène annonçant l'avènement du cycle suivant. Il correspond à la mise sur le marché de la console Channel F de Fairchild dès 1976. Elle propose deux technologies innovantes, le microprocesseur et un système de cartouches de jeux interchangeables. La période de 1977 à 1983 correspond au deuxième cycle. La console de jeu la plus emblématique de cette deuxième génération, c'est l'Atari VCS 2600. Les cartouches de jeux interchangeables permettent au public de goûter à différents types de gameplay. Mais 1983 marque aux États-Unis une crise majeure du jeu vidéo, liée principalement au fait que la qualité des jeux baisse, car il convient souvent d'être le plus rentable possible. Cela se traduit par sortir de nouveaux jeux de plus en plus vite sur le marché. Des jeux commercialisés peuvent présenter des bugs bloquants, comme le cas du fameux jeu E.T., dont plusieurs millions de cartouches ont été enterrées au Nouveau-Mexique. De 1983 à 1989, le troisième cycle que propose Alain Le Diberdère est tout d'abord marqué par l'avènement de la micro-informatique. Cependant, ce troisième cycle va connaître sa crise également. Elle est liée pour les jeux sur micro-ordinateur au phénomène de piratage notamment, ce qui provoque la faillite de plusieurs éditeurs, mais aussi aux limites technologiques que finissent par présenter ces machines en termes de puissance, processeur, mais aussi en termes de mémoire et de stockage. Oui, machine, tu as raison. Recentrons-nous sur les consoles de jeux. La troisième génération est notamment marquée par l'arrivée d'acteurs japonais, tout d'abord Nintendo et sa Famicom, ou NES, paru dès 1983, et qui propose des gameplays révolutionnaires. Nous avons aussi Sega, qui emboîte le pas et qui propose la Master System. Tout cela prendra un peu de temps pour que ces acteurs japonais puissent conquérir le marché occidental. C'est seulement à partir de 1986 que ces consoles parviendront à se commercialiser en Europe et aux États-Unis. Entendu, machine. L'arrivée de la console portable Game Boy et l'emploi de l'ordinateur PC en tant que plateforme de jeu annoncent le cycle suivant, qui date de 1989 à 1995. Côté console de jeux de salon, la quatrième génération est marquée par l'arrivée des technologies 16 bits avec la Super NES d'une part et la Mega Drive d'autre part. Le cinquième cycle court de 1995 à 2001 et ce serait essentiellement marqué par la montée en puissance du CD-ROM. Tu as raison de rappeler l'avènement de la 3D. C'est très marqué entre la quatrième et la cinquième génération. La PlayStation de Sony, avec son lecteur CD-ROM et son catalogue de jeux en 3D, illustre très bien cette cinquième génération. C'est l'éclatement de la bulle Internet en 2001 et une succession de crises dans le marché du jeu vidéo qui marquent la fin de ce cinquième cycle. De 2001 à 2007, ce sixième cycle est marqué par l'avènement de consoles de jeux, la GameCube de Nintendo, la Xbox de Microsoft, et la mise sur le marché de la PlayStation 2 de Sony sont emblématiques de cette sixième génération. On assiste ici à des renouvellements qui s'opèrent notamment par des gains de puissance au niveau des affichages graphiques et des capacités de stockage. On voit aussi le jeu online se démocratiser comme avait tenté de le proposer la Dreamcast de Sega avant de disparaître. Précisons que ce sixième cycle correspond à la période où Alain Le Diberdère évoque sa théorie au CNAM en 2002. Il prédit à l'époque qu'elle devrait se terminer en 2007. Oui, machine. Voyons s'il avait raison en explorant nos archives. Le septième cycle couvre théoriquement la période de 2007 à 2013. Nous n'en sommes pas loin, puisque des consoles de 7e génération, la Wii de Nintendo et la PlayStation 3 de Sony, sont mises sur le marché dès novembre 2006. Cependant, la Xbox 360 de Microsoft est sortie dès 2005. Mais rappelons que les cycles correspondent à des moyennes.
Notons aussi que les trois principaux fabricants de consoles de jeux se positionnent sur des stratégies différentes. Microsoft et Sony visent la puissance technologique, alors que Nintendo repense la manière de jouer avec le corps. Cela marque à l'époque une véritable rupture technologique. Toujours en poursuivant les cycles, le 8e aurait dû théoriquement correspondre à la période 2013-2019, avec des consoles de 8e génération. Il s'agit là des machines que tu connais bien, la PlayStation 4 de Sony, la Xbox One de Microsoft et la Wii U de Nintendo. Comme tu le sais sans doute, la Wii U n'a pas réellement fonctionné et nous avons vu dès 2016 l'arrivée d'une nouvelle console chez Nintendo, la Switch. Notons aussi que c'est finalement en novembre 2020 que l'on recense l'avènement de consoles de jeux de 9e génération que sont la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Ce 9e cycle devrait nous amener théoriquement jusqu'en 2026 pour découvrir des consoles de 10e génération. Entre-temps, nous devrions découvrir autour de 2022 la nouvelle console de Nintendo puisque la Switch est sortie de manière décalée en 2016. Avec le recul, que penser de cette théorie des cycles proposée par Alain Le Diberdère ? Même si elles ne sont pas toujours de 6 ans exactement, il faut reconnaître que cette logique semble perdurer avec les différentes générations de consoles de jeux qui se succèdent. La PlayStation 5, la Xbox Series X et la Switch ne devraient pas échapper à la règle. Notons cependant que d'autres acteurs comme Google proposent désormais des consoles de jeux virtuelles, on parle de cloud gaming. Pourra-t-on encore parler de cycles si nous n'avons plus de consoles de jeux individuelles à la maison ? Je t'ai présenté la théorie des cycles d'Alain Le Diberdère. Nous avons passé en revue 9 générations de consoles de jeux allant de 1972 jusqu'à nos jours. Mais il nous resterait plein d'autres aspects à explorer en lien avec la théorie des cycles. Nous aborderons éventuellement ce sujet une fois prochaine si tu es intéressé. En attendant, si toi aussi tu as repéré des cycles dans l'industrie du jeu vidéo, merci de nous les partager en commentaire. Il est temps maintenant de nous dire game over et à bientôt pour un play again.